18 décembre marque le 30e anniversaire de l'adoption de la Déclaration des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. C'est une étape très importante dans le combat contre les disparitions forcées, d'un point de vue historique, puisque dès le début des années 80, les Nations Unies, à l'initiative de la France et de l'Argentine, avaient créé un groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, composé de 5 experts indépendants. Ce groupe de travail a précisé le concept de disparition forcée, qui est une notion très, très complexe, avec des hésitations sur le vocabulaire. On parlait à un moment de personnes détenues disparues, de détenues en secret, et de ce point de vue, la déclaration est un aboutissement politique, un aboutissement juridique. C'est un aboutissement politique parce que l'Assemblée générale des Nations Unies, au consensus, a adopté un texte très, très ambitieux, très rigoureux. Donc ce n'est pas un consensus au rabais, c'est un consensus ambitieux qui marque une avancée juridique avec une définition de la notion de disparition forcée, du crime de disparition forcée. Il y a 3 éléments essentiels. Le premier, c'est l'enlèvement, l'arrestation arbitraire, le kidnapping d'une personne. Le deuxième élément, c'est sa détention au secret, avec la dénégation, le déni de sa situation, de la vérité, ce qui empêche toute enquête judiciaire ou même toute enquête, toute recherche des familles. Et le troisième, c'est la responsabilité de l'État, soit directement, soit par complicité ou connivence avec des groupes armés, des escadrons de la mort, des paramilitaires. Donc ce sont les 3 éléments fondamentaux qui constituent la disparition forcée comme crime international, et lorsque le crime est commis de manière systématique, comme crime contre l'humanité. Donc c'était vraiment quelque chose d'important d'avoir un consensus sur une définition, une ambition internationale d'aller plus loin, de soutenir l'action du groupe de travail. Une autre avancée décisive a été l'adoption de la Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui est survenue en 2006, et la Convention est entrée en vigueur en décembre 2010, avec aujourd'hui 68 États parties, ce qui représente un petit tiers, un bon tiers des États membres des Nations Unies, ce qui est déjà bien, mais ce qui est tout à fait insuffisant. Et je crois que là, il faut souligner que la dynamique doit être prolongée, poursuivie jusqu'au bout, car la Convention est un traité international qui crée des obligations juridiques pour les États parties, mais qui a une vocation universelle. Et c'est peut-être utile de le dire, il ne s'agit pas du tout de prendre en compte des accusations de relativisme culturel. S'agissant d'un crime comme la disparition forcée, le crime est aussi affreux pour les familles, pour les victimes, qu'on soit en Amérique latine, en Asie, en Afrique ou en Europe. On pourrait multiplier les exemples, mais c'est un crime qui est, par sa nature, un crime transversal, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un véritable cauchemar pour les personnes concernées, la personne disparue, ses proches, ses camarades, la communauté de base, avec des recherches dans le vide, et la personne est plongée dans un cauchemar, sans savoir où elle est, si elle est seule, quel sera son destin, est-ce qu'elle va être fusillée le lendemain, torturée. Le temps devient une notion tout à fait subjective, ce qui fait que les disparitions de courte durée, comme on dit parfois de manière un petit peu innocente, sont particulièrement graves, et c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de retrouver les personnes en vie pour les sauver. Donc il s'agit d'une négation de la personne humaine, de sa personnalité juridique, de tous ses droits. Le droit de parler, de s'exprimer, le droit à la vie, le droit aux garanties judiciaires, le droit à un procès équitable, le droit à ne pas être torturé, de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants. Tous les droits sont violés par la disparition forcée. Et
dernier élément important, c'est qu'il s'agit d'un phénomène contemporain. Il ne s'agit pas seulement d'un héritage tragique des dictatures en Amérique latine, des dictatures militaires dans un continent. Il s'agit d'un phénomène qu'on retrouve sous différentes formes, avec des sortes de métastases dans tous les pays, dès qu'il y a une crise, il y a un retour de la violence, de l'arbitraire. Et de nouvelles formes de disparition forcée apparaissent également en cas de conflit armé, international ou non international, avec la multiplication de groupes de mercenaires, de groupes paramilitaires qui pratiquent les disparitions forcées, les déplacements de population et les enlèvements d'enfants, avec un phénomène intergénérationnel qui prolonge le phénomène des disparitions forcées. De même, la criminalité organisée, avec la traite des êtres humains, est aussi un facteur très important de disparition forcée dans le monde d'aujourd'hui. On le voit avec la crise des migrations. Ce qui pose un défi pour les États. Comment les États qui sont responsables de la prévention des disparitions forcées peuvent agir lorsque ce sont des acteurs non étatiques qui sont en première ligne. Et là, c'est quelque chose que aussi bien le groupe de travail des disparitions forcées ou involontaires que le comité des disparitions forcées créé par le traité doivent traiter conjointement pour avoir une complémentarité des approches. J'en viens à la mobilisation de l'AFNU sur ce sujet, qui n'est pas récente. Nous avions, il y a quelques années, organisé un séminaire avec la société allemande, la société sœur. Il y a 2 mois, nous avons organisé une journée d'études avec la société sœur italienne, la société internationale italienne pour l'organisation internationale, et nous voulions aller plus loin pour faire une vraie mobilisation des sociétés pour les Nations Unies. À l'issue de la journée franco-italienne, nous avons adopté une déclaration conjointe que nous avons soumise à certains partenaires, et une quinzaine d'associations sœurs pour les Nations Unies ont souscrit à ce texte, avec pas seulement un appel grandiloquent, si j'ose dire, comme on l'a vu dans le passé, où parfois des hauts responsables du Haut Commissariat, comme le prince Z, avaient appelé à doubler le nombre des ratifications, mais sans rien faire pour mettre en œuvre cet engagement, ce qui était un pari dans le vide et un pari perdu d'avance. Notre démarche est beaucoup plus empirique, concrète, en partant des leçons tirées de l'expérience et en voyant que tous les acteurs doivent être mobilisés dans une démarche collective. Pas seulement une démarche du haut vers le bas avec les États, les fonctionnaires des Nations Unies, qui sont souvent engagés. Il y a des amis de la Convention qui sont en permanence mobilisés, mais aussi la base avec le rôle indispensable des organisations non gouvernementales. Les grandes organisations juridiques internationales, comme Amnesty International, la Commission internationale des juristes, ont été très engagées dans la genèse de la Convention, mais aussi des organisations de familles de victimes qui ont des réseaux régionaux, comme la FEMED pour l'Europe méditerranéenne, ou l'ICAED à l'échelle mondiale. Donc une mobilisation générale, et je crois que les associations pour les Nations Unies ont toutes leur place comme interface auprès des experts, des opinions publiques, des différents acteurs. Donc c'est cette coalition des bonnes volontés qui est notre objectif, avec des objectifs concrets et réalisables, en créant cette véritable synergie, cette mobilisation pour que chacun soit un ambassadeur de la lutte contre les disparitions forcées, qui est encore une fois un défi contemporain, plus actuel que jamais. Merci.